D'accord ou pas d'accord avec l'embourgeoisement des quartiers? Le phénomène, évidemment, n'est pas nouveau. En Angleterre, par exemple, il a été documenté après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, à Montréal, ce sont les quartiers de Saint-Henri, d'Hochelaga-Maisonneuve qui défraient les manchettes. À Québec, certains disent que Limoilou est la proie de l'embourgeoisement. Alors, est-il possible de revitaliser les quartiers sans les vider de leurs habitants? J'en parle avec Évelyne Couturier, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonsoir. Bonsoir. Et Jasmin Guénette de l'Institut économique de Montréal. Bonsoir. Oui, bonsoir. Madame Couturier, qu'est-ce qui vous inquiète dans l'embourgeoisement des quartiers, dans ce phénomène-là? Bien, quand on parle d'embourgeoisement, on parle d'une dynamique qui est à la fois économique et sociale, et il y a un déplacement de la population, puisqu'il y a un remplacement avec des ménages qui sont plus nantis, mais aussi des poches de pauvreté qui sont importantes, qui sont, elles, laissées pour compte quand on prend le débat de l'embourgeoisement. Je parle, par exemple, dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a des problèmes d'itinérance, des problèmes de prostitution, des problèmes d'utilisation de drogue dure, et ça, quand on parle d'embourgeoisement, on parle souvent aussi de nettoyage de quartier, et là, on fait juste déplacer ce problème-là, en plus de déplacer des familles qui sont moins nanties. Monsieur Guénette, vous dites que l'embourgeoisement, c'est un puissant facteur de réduction de la pauvreté. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout simplement parce que ça offre aux gens qui sont dans le quartier plus de possibilités économiques, plus de possibilités d'emploi. Ça accroît la diversité sociale. C'est des résultats qui sont bénéfiques pour tout le monde, hein. D'abord, il faut dire que la gentrification ou l'embourgeoisement, c'est un phénomène normal et c'est un phénomène souhaitable. Souhaitable au sens où ça ramène des gens dans des quartiers en déclin. On l'a vu au tournant des années 80, Hochelaga-Maisonneuve était un quartier en déclin. 46 % de sa population était soit sur le chômage ou sur l'aide sociale. C'est pas une situation tenable à long terme. Et ce que ça fait, la gentrification, c'est que ça ramène des familles de la classe moyenne, des jeunes professionnels, des jeunes entrepreneurs dans des quartiers défavorisés qui en ont besoin. Et sur le déplacement de la population, ce qui est important de mentionner, c'est que sans la gentrification ou l'embourgeoisement, il y a plus de déplacement de population parce que le quartier devient moins bien servi en termes de services. Ma collègue ici a mentionné des problèmes d'itinérance et de drogue. Et donc, quand il n'y a pas d'investissement dans les quartiers, le désinvestissement fait fuir plus de gens que fait fuir la gentrification. Madame Couturier, l'embourgeoisement, ça s'accompagne d'un investissement dans le parc immobilier. Ça a des effets positifs et négatifs, mais est-ce que ça améliore pas finalement le lot des gens qui habitent dans le quartier? Bien, tout dépend de quoi on parle, parce qu'il y a des recherches qui ont montré que lorsqu'il y a embourgeoisement, il y a une réduction des investissements publics, une augmentation des investissements privés, donc des investissements privés qui s'adressent à un certain type de population et non pas à la population en général, non pas à la population qui est historique. Maintenant, quand on parle de revitalisation de quartier, c'est sûr que dans n'importe quel quartier, avoir des écoles sans moisissure, avoir des parcs accessibles sans seringues, avoir des institutions publiques, avoir des services publics qui sont proches, accessibles, de qualité, c'est à l'avantage de l'ensemble de la population. Mais pourquoi est-ce qu'on doit attendre l'arrivée de jeunes professionnels pour mettre en place ces projets-là? Je pense qu'au contraire, on devrait réfléchir à ça en amont et avoir des projets d'urbanisme, des plans d'urbanisme qui réfléchissent à qu'est-ce que les quartiers ont besoin, de quoi ils ont besoin, les mettre en place. Et là, on aurait une revitalisation sans un déplacement de population. Malheureusement, encore une fois, je veux revenir sur le déplacement de la population. Il y a peu de littérature convaincante là-dessus qui démontre qu'il y a vraiment un réel déplacement massif de population. Là-dessus, je suis en désaccord. Il y a un grand débat quand même. Il y a un débat, c'est vrai. Il y a un débat, mais le désinvestissement, c'est pour ça que Hochelaga-Maisonneuve s'est vidé à une certaine époque, c'est parce qu'il manquait de services, la violence augmentait, il y avait beaucoup de gens sur le chômage, et là, pour se trouver un travail à proximité, pour trouver des services de proximité, les gens déménagent, vous voyez, et donc, ce phénomène-là est très, très positif. Maintenant, il y a toujours des problèmes qui surviennent lorsqu'il y a des déplacements de population comme ça, mais les gens qui vont vandaliser les commerces, comme on a vu cette dame avec son commerce de linge pour bébé qui dit « Qu'est-ce qu'on veut? » On veut, dans un article ce matin, elle disait « Qu'est-ce qu'on veut? Des piqueries ou des commerces? » Alors vraiment, c'est un phénomène qui amène beaucoup de positifs dans les quartiers et c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, je crois, dans ce débat-là. Mais il y a une perte de logements locatifs à laquelle on assiste. Il y a une étude qui a été publiée dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve qui disait qu'on a perdu plus de 800 logements depuis 2010 parce que des triplex, des duplex sont convertis en condominiums. Où sont allés ces gens-là?
Bien, il y a la question de où sont allés ces gens-là, mais aussi dans Hochelaga-Maisonneuve, dans cette même étude, on parle d'une augmentation de 10 à 20 des ménages qui gagnent 80 000 et plus. Donc, cette augmentation de ces ménages-là qui gagnent plus que la moyenne au Québec, eh bien, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont parties. Où ils sont partis? Ça, c'est une très bonne question. Ils sont partis dans des logements qui sont plus petits, qui sont plus abordables. Dans d'autres quartiers, ils se sont déplacés. Mais il y a eu un changement démographique important dans Hochelaga-Maisonneuve et on a besoin d'avoir des logements locatifs abordables, des logements sociaux. Et même si Hochelaga-Maisonneuve est un des quartiers où il y a le plus de logements sociaux, c'est aussi un quartier qui a des grands besoins. Il y a des commerces aussi qui arrivent et qui n'étaient pas là dans ces quartiers-là, qui montrent un visage peut-être plus agréable de ces rues-là. Mais est-ce que la population qui habite là depuis des années a les moyens de fréquenter les cafés, les restaurants et les boutiques qui s'établissent dans leur rue? Bien, on parle beaucoup de ces épiceries fines-là ou des boutiques avec une clientèle très nichée où on va vendre des produits très spécifiques. Mais il n'y a pas seulement ça aussi qui revient dans Hochelaga-Maisonneuve, par exemple. Bien, il y a aussi les IGA et les métros de ce monde. Il y a les Pharmaprix, il y a les Jean Coutu, il y a des services. Comme ça qui apparaissent, lorsqu'un quartier est mal desservi, qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour les ménages à plus faible revenu? Ça veut dire qu'ils doivent faire leur épicerie dans des petits dépanneurs, souvent, et acheter ses fruits et légumes dans un dépanneur, ça coûte cher. Et donc, la gentrification, ce que ça fait, c'est que ça ramène pas juste des petites boutiques fines ou des entreprises avec des saucisses fines comme celle qui s'est fait malheureusement vandaliser à Saint-Henri il y a quelques temps, mais ça ramène aussi des magasins de grande surface. Et dans bien des cas, la littérature économique scientifique, qu'est-ce qu'elle montre, notamment aux États-Unis, c'est que le déplacement de la population n'est pas si important que les gens veulent laisser entendre. C'est-à-dire que, par exemple, à New York et à Boston, il y a plus de gens qui ont décidé de rester dans les quartiers gentrifiés parce qu'on voyait que malgré la hausse, parce que c'est vrai qu'il y a une hausse des prix du logement, malgré ces hausses-là, les gens décident de rester parce que leur quartier il est plus beau, il est plus sécuritaire, il y a une meilleure vie de quartier et il y a plus d'opportunités. C'est vraiment un élément important. Ceux qui en ont les moyens. Ceux qui ont les moyens. Et sur la sécurité, encore là, il y a débat parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a une baisse des crimes personnels, donc les attaques sur les personnes, mais une augmentation des crimes sur les propriétés. Et il y a d'autres études qui présentent exactement le contraire. Donc, sur la question de la sécurité, encore là, il y a débat. Et un des problèmes sur la question de l'embourgeoisement, c'est que c'est très difficile à étudier. Par exemple, quand on parle du déplacement de la population, si on veut être vraiment rigoureux pour voir le déplacement de population, il faut des études qui sont longitudinales pour étudier les mêmes ménages, faire des entrevues avec ces personnes-là. C'est des études qui sont difficiles à faire, difficiles à répliquer. Et c'est comme ça on est capable de voir, d'une part, est-ce que la population reste, mais aussi est-ce qu'elle est remplacée par une population similaire. Mais d'ici là, est-ce qu'il y a un moyen de trouver un juste milieu, finalement, de revitaliser des quartiers, d'investir dans le parc locatif sans vider la population qui existe déjà, sans forcer les habitants à aller dans d'autres quartiers? Est-ce que c'est possible, un juste milieu? Moi, je pense que c'est possible et ça passe à travers des réglementations. Mon collègue ne sera pas d'accord avec moi. Un plan d'urbanisme et aussi une réflexion qui est à long terme. Il ne faut pas simplement regarder, bon, il se passe quelque chose dans Hochelaga-Maisonneuve. Là, on se rend compte que peut-être que ça pourrait déraper et transformer un quartier très diversifié en un quartier homogène. Il faut réfléchir à long terme et voir quels sont les services et les institutions que les différentes populations ont besoin. Et là, à ce moment-là, on est capable d'avoir un endroit où les différentes populations rentrent en contact, se parlent, et là, on a une revitalisation qui est fonctionnelle. Ce serait le meilleur des deux mondes. Et c'est ça la victoire, au fond, d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est sa mixité actuelle. Pendant trop longtemps, on n'a pas vu ces gens-là actuels revenir dans le quartier. Et on parle de mixité. Aujourd'hui, à Hochelaga-Maisonneuve, on a la classe moyenne qui vient s'installer en achetant des condos ou encore en déménagement dans des logements, qui côtoient des fois des gens qui sont en plus grande difficulté ou de classe socio-économique plus défavorisée. Et c'est ça la victoire d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent dans le quartier, on rebâtit le quartier, il y a cette mixité-là, et il y a ces gens-là qui se côtoyaient pas auparavant. Et contrairement à ce que ma collègue disait, je suis d'accord avec elle sur un point, ça prend un plan d'urbanisme, mais ça prend un plan d'urbanisme différent. Ça prend des règles de zonage assouplies. Il faut permettre la conversion de logements de vieilles usines, par exemple, un peu plus rapidement. Il faut revoir la hauteur de certains bâtiments. Il faut qu'on donne de l'espace aux gens pour entreprendre, pour revitaliser leur quartier. Construire davantage, peut-être, tout en ne perdant pas, si possible, l'essence de ces quartiers que les gens sont peut-être venus rechercher.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus discuter avec nous de ce phénomène, l'embourgeoisement des quartiers. Évelyne Couturier et Jasmin Guénette. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.